qu'est-ce que j'aime faire, puis j'en ai jamais assez? L'histoire. L'historien Samuel Venière entre dans l'histoire en venant nous parler de son métier ainsi que de l'impact qu'une personne peut avoir sur soi-même. Je voulais redonner. Je voulais moi aussi avoir peut-être l'influence sur des jeunes que moi j'ai reçu quand j'étais jeune avec cette passion-là, puis peut-être changer des vies, parce que moi, ça a changé ma vie. Ces deux professeurs-là de français, ils ont changé ma vie. Ici Léo Lebrun et bienvenue à Histoire de mieux comprendre. Bonjour et bienvenue au premier épisode d'Histoire de mieux comprendre. C'est le balado qui vous en apprend sur les superbes métiers de l'histoire avec des superbes invités. Alors, je suis super content de vous présenter mon premier invité parce que la seconde où je lui ai parlé, j'ai compris qu'on avait vraiment le même but. Puis c'était celui d'informer puis de susciter un intérêt en fait chez les jeunes à propos des métiers de l'histoire puis de l'histoire en général. Alors, pour ce qui est de mon invité, il œuvre comme historien depuis maintenant 8 ans. Il consacre sa vie à transmettre l'information aux petits, mais aux grands également. En plus d'être un maître dans son domaine, c'est également un papa exceptionnel. Alors, Samuel Venière, bonjour. Bonjour. Alors, Samuel, pour commencer, est-ce que tu pourrais rapidement nous décrire qui tu es dans la vie de tous les jours? Oui, certainement. Voilà ce que je suis dans le fond dans ma vie de tous les jours. Mon métier, c'est celui d'historien dans plusieurs domaines, je pourrais dire pour plusieurs clients. C'est-à-dire à temps plein, là, mon métier depuis 8 ans, comme tu l'as mentionné, c'est l'historien et chargé de projet du Musée naval de Québec. Musée naval qui est situé au Vieux-Port, là, dans la ville de Québec, puis qui est un musée des Forces armées canadiennes. Donc, on est le musée de la Réserve navale du Canada, qui est le corps de réserve de la marine canadienne, si tu veux. Donc, on fait vraiment de l'histoire militaire, et ça, c'est ce que je fais, mettons, du lundi au vendredi. Sinon, dans ma vie parallèle, je vais fournir une expertise en histoire à titre d'historien officiel des Fêtes de la Nouvelle-France depuis 2019. Donc, c'est moi qui fournis toute la recherche pour les organisateurs de l'événement, pour la fête. J'en éprouve beaucoup de plaisir, je dois dire. J'ai écrit aussi des articles pour l'Encyclopédie canadienne. Je fais des travaux de recherche pour le Musée de la civilisation. J'ai mon entreprise qui s'appelle Pastiche, qui fait de la reconstruction virtuelle 3D. Là. Oui, J'ai créé ça en temps de pandémie avec un de mes meilleurs amis qui est artiste 3D. Donc, je fais toutes sortes de choses, mais essentiellement, j'exploite ma passion pour l'histoire là, au quotidien. Puis, outre que dans le métier, est-ce que la passion de l'histoire, est-ce qu'elle elle se transmet aussi dans ta vie personnelle, plus publique, plus personnelle, plus privée? Ouais. C'est-à-dire, est-ce que Totalement. le Samuel Venière, est-ce que c'est également un vrai passionné d'histoire qui se consacre des projets plus privés chez lui? De moins en moins, parce que maintenant, je suis rendu que je fais affaire avec beaucoup de collaborateurs, donc ça me laisse moins de temps pour des projets personnels. Mais quand j'ai commencé ma carrière d'historien, en fait, aux alentours de 2012, quand je suis sorti de mon DESS en enseignement collégial, j'avais commencé déjà un peu à rayonner en écrivant des articles dans la revue Capot Diamant, par exemple, qui est un super débouché là, pour les jeunes historiens, je le conseille. Là. Puis c'est payant en plus, c'est le fun. Puis j'ai commencé à écrire un blog personnel qui s'appelle anecdotehistorique.net. Vous pouvez encore le visiter aujourd'hui. Là. C'est plein de petites histoires qui me passionnaient puis que j'avais envie de partager aux gens pour éveiller cette curiosité-là, pour susciter l'intérêt pour l'histoire. Comme moi, j'ai eu mon intérêt suscité souvent par l'anecdote. Et je trouve que l'anecdote, c'est une excellente porte d'entrée vers l'histoire. Donc ça a été un de mes projets personnels. Sinon, dans ma vie personnelle, je pense que ça se traduit à bien des niveaux. Là. Discussions dans des soirées qui n'arrêtent plus, des sujets qui reviennent constamment, comme l'histoire navale, qui est une de mes passions. Mais aussi, je fais de la reconstitution historique. Oui. C'est-à-dire que vraiment, c'est du bénévolat. C'est pour un groupe qui s'appelle la Garnison de Québec, qui est un OBNL, donc un organisme à but non lucratif. Ce qu'on fait, c'est on s'habille comme des soldats français, des troupes coloniales de la fin du régime français, donc les années 1755, etc. Puis avec le tricorne, et puis on porte les armes avec l'épée, la baïonnette, le fusil, qui sont des vraies répliques de fusils français de l'époque. Et puis on va faire des prestations un peu partout au Québec, voire même aux États-Unis. Donc c'est ça la reconstitution historique, c'est recréer le mode de vie des gens d'autrefois. Et ça, c'est quelque chose que je fais dans ma vie privée, je dirais, pour pousser un peu plus l'intérêt, donc pour aller chercher toute la satisfaction là, de l'histoire. Et j'embarque ma blonde là-dedans, qui fait ses propres costumes, qui m'a appris à coudre. Maintenant, j'adore coudre. Puis j'implique mon garçon aussi depuis qu'il y a quelques mois à peine. Je fais des petites robes d'époque, parce que les enfants portaient des robes, même les garçons. Donc, voilà qui est Samuel Venière.
En fait, c'est ça qui est le fun aussi que je remarque souvent avec l'histoire, c'est que comparé à plusieurs autres thèmes et domaines d'études, l'histoire, c'est quelque chose qui se transmet facilement à plusieurs personnes puis qui peut prendre une importance vraiment, je trouve, chaleureuse dans les Ouais. familles, que ce soit avec les amis, justement, comme tu disais au départ, puis tout ça. Puis, tu sais, aussi pour revenir sur ta reconstitution, puis tout ça, tu sais, c'est aussi intéressant de dire que, tu sais, vous irez voir ceux qui écoutent sur Internet, il n'y a pas juste, évidemment, ce que Samuel fait. Je pense qu'aux États-Unis, ils font souvent ça avec la guerre de sécession, Oui, toutes ces guerre affaires-là. de révolution aussi, c'est très gros aux États-Unis, là. Exact. Puis c'est. Tu sais, je l'ai déjà vu, puis je trouve ça, c'est très pointilleux, mais Ouais. tu te sens vraiment comme dans dans un film, dans la vraie vie, au final. Ouais. Tu te sens C'est comme un décor de film. c'est vraiment, tu sais, est-ce que tu es un fan de film? Est-ce que tu Ah t'écoutes ouais, j'adore les films historiques. Barry Lyndon? Barry Lyndon Je de vois. Stanley Kubrick, qui est extrêmement long, mais c'est un chef-d'œuvre, C'est des vraiment. peintures, c'est Là. des peintures filmées essentiellement. Exactement, Moi, avec la lumière naturelle. Et ça, Exact. il est très apprécié en reconstitution historique. Ah, On en a quelques-uns comme ça qui nous plaisent beaucoup. Mais tu as raison, c'est comme des décors de film. Quand on part en reconstitution, c'est tout un processus. On amène nos tentes d'époque, on a des outils de vaisselle d'époque, on a des habits d'époque. Nous, ma famille et moi, on pousse plus loin, on les confectionne nous-mêmes. Donc là, on comprend comment c'est fait à l'intérieur. On fait même des animations des fois sur le sujet parce que honnêtement, c'est fascinant. Puis on se rend sur place, puis aussitôt qu'on est sur place, on vit comme à l'époque, c'est-à-dire avec nos noms d'époque, comme par exemple les noms de soldats. Les soldats portaient tous un surnom. La Traverse, La Rivière, La Tulipe, La Force, Tranche-Montagne, Brin d'Amour, Prêt à boire. Et c'est tous des noms qui se sont transmis dans les noms de famille du Québec. Aujourd'hui, on en retrouve Belle Avance, par exemple, des choses Exact. comme ça. Donc, je porte mon nom de guerre, qui était Brise-Fer. Brise. Parce que je suis vraiment maladroit, puis j'ai brisé tous les fusils qu'on me prêtait Oh, au wow. début, dont mon propre fusil plusieurs fois. Donc, c'est comme ça que les gens m'appellent. Puis vraiment, là, lorsque c'est le tambour qui nous réveille le matin, c'est un rythme particulier à l'époque qu'on appelle la Diane. Donc, c'est vraiment, là, il y a le tambour qui se réveille en uniforme, dans le camp. Là, tout le monde se réveille tranquillement. On fait notre déjeuner comme à l'époque. Puis là, tout est en immersion. Il n'y a pas de téléphone qui traîne sur la table. Il n'y a pas d'appareil photo visible non plus, le moins possible. Puis pendant quelques jours comme ça, on parle au public, on partage notre passion. Les soldats, on se rassemble en compagnie, on fait des manœuvres militaires comme on le faisait, par exemple, pendant la bataille des Plaines d'Abraham. Puis on tripe, puis en tripant, dans le fond, ça, c'est contagieux, hein, ça. Exact. Les gens sentent ça, puis ils sont fascinés par ça. Et je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes dans le métier d'historien. Il faut vraiment être passionné. Exact. Parce que c'est ça qui fait la différence entre... il y a la méthode, évidemment, il y a l'éducation, mais ce qui fait la grosse différence entre les historiens, c'est la passion. Puis ça va toucher les gens, peu importe le sujet qu'on aborde. Ça, c'est extrêmement vrai. Je veux dire, même chose, que ça soit pour moi qui fais un balado sur l'histoire, j'aurais pas pu faire un balado si l'histoire n'était pas un sujet qui me passionnait. Puis si je pense, on va avoir un invité normalement au prochain épisode qui va être un professeur d'histoire au secondaire. Puis je veux dire, je pense que aussi au niveau des jeunes, puis l'enseignement des jeunes, il faut la passion pour que les jeunes, après, aient cette même piqûre-là, puis aient le goût, pas juste d'étudier les sujets qu'on leur enseigne, mais juste après, chez eux, de tout naturellement Exact. aller s'informer. Aller plus loin, en effet. Puis c'est comme ça aussi que j'ai commencé cette passion-là. Puis je pense que pour la majeure partie du monde, que ce soit avec leurs parents, leurs professeurs, mais il y a toujours une personne qu'on se rappelle qui nous a transmis cette passion-là. Toi, de Tout à ton fait. côté, est-ce qu'il y a une personne qui te vient en tête rapidement qui t'a donné le goût là, de lire, de rechercher, d'étudier, puis d'éventuellement devenir un historien? Le goût de l'histoire, non, pas particulièrement. C'est vraiment venu de moi, c'est venu de mes expériences personnelles. Par contre, le goût de l'érudition, le goût d'apprendre, de m'intéresser à ce que j'apprenais, ça, oui. Puis c'est mes professeurs au cégep, que je trouve qui est une époque tellement importante de la vie. C'est là que tu as le droit de vote, tu prends un appartement, tu peux t'acheter de la bière. C'est un âge, c'est un âge charnière. Il y a beaucoup de changements, de choix à faire. Puis c'est un peu le choix pour décider aussi qu'est-ce que t'aimes puis qu'est-ce que t'aimes pas. Tu sais, pour savoir dans quoi aller peut-être à l'université. Puis je me posais la question. Puis j'ai eu des professeurs au cégep, notamment dans des cours de français puis de littérature. Puis ils étaient tellement passionnés, puis tellement érudits, puis connaisseurs de leur sujet que ça me touchait. Puis je me disais, waouh, cette personne-là, elle a comme les réponses à toutes les questions que moi je me pose. Puis Exact. comme moi, j'ai réponse à rien. Je me sentais un petit peu idiot, en fait. Et je pense que c'est de ce sentiment-là qu'est né l'intérêt pour l'érudition. Là, je me dis, OK, dans le fond, voilà pourquoi c'est intéressant. Voilà à quoi ça sert.
ça sert à apprendre davantage, puis répondre à ces questions. Donc là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'école, à choisir un sujet qui m'intéressait à l'université. Et ça, c'était déjà l'histoire. Mais l'intérêt pour l'histoire, il est né avec les jeux vidéo, OK. en ce qui me concerne. Puis j'aime encore aujourd'hui gamer, c'est un de mes passe-temps préférés, là. Particulièrement les jeux historiques, tu le devines. Mais à l'époque, quand j'ai eu ce déclic-là, j'étais pas particulièrement un bon étudiant. Je ne l'ai pas été dans les médias tout de suite après non plus. C'est pas un changement comme ça a pris plusieurs années, mais je le suis devenu. Puis je savais pas trop ce que j'aimais. En fait, j'aimais pas grand-chose. J'aimais surtout pas aller à l'école tant que ça. Je m'intéressais, j'étais brillant, j'avais des bonnes notes, mais j'avais pas à faire vraiment beaucoup d'efforts. Puis là, je jouais à un jeu qui s'appelait Rome Total War, qui est de la série Total War. Je sais pas si tu connais. Non. En fait, c'est parfait, tu vas pouvoir me l'expliquer Écoute, aujourd'hui. c'est fantastique. C'est un simulateur de combat virtuel OK. où tu diriges vraiment des unités, des divisions sur le champ de bataille en temps réel. Mhm. Puis quand c'est pas des batailles, c'est un jeu qui se joue, on dit par tour. Donc, Oui. tu bouges tes pièces, tu pèses sur, mettons, play, puis tous les autres joueurs bougent leurs pièces, un peu comme un jeu d'échecs, mais Mhm. sur une carte du monde. Puis tu joues avec l'économie, le recrutement, la politique, etc. En tout cas, mais côté bataille, c'est vraiment reconnu parce que c'est des batailles à grande ampleur. Plusieurs personnes qui écoutent le podcast vont peut-être savoir de quoi je parle parce que c'est des jeux qui sont vraiment primés puis très appréciés des amateurs d'histoire aujourd'hui. Je pense notamment, je sais pas si tu as déjà joué, moi je suis un grand fan de ça, puis je pense que je suis pas le seul qui va écouter ça, mais Civilisation, la série Sid Meier's, C'est clair, absolument. c'est assez incroyable. La première fois que tu y joues quand tu es un fan d'histoire, t'es Dieu, là, tu te prends pour Ouais, effectivement. ta première conquête, les premières Ouais. villes que tu prends, puis c'est un gros jeu, mais c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est intéressant. pour un fan d'histoire, mélanger ça avec le jeu vidéo, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis je trouve que c'est vraiment une expérience que n'importe quel fan d'histoire qui a un ordi sous la main, ou même, tu sais, je pense que ça se joue sur console, puis Ouais. même sur mobile, si je me trompe pas. Faut essayer ces genres de jeux-là, puis on comprend, on réalise après l'ampleur que l'histoire a, puis à quel point ça peut être exploitable sur les jeux vidéo, les films, la musique aussi. Je veux dire, c'est pas sur tous les genres de musique, là, tu sais. Puis les jeux vidéo sont de plus en plus utilisés en éducation. Moi, Mhm. c'est quelque chose que, à cause de mon parcours, j'ai voulu développer dans le temps parce que je me suis dit. Parce que, comme je le disais, moi, c'est Rome Total War. Je lisais sur les armées romaines, les tactiques militaires. J'étais comme les phalanges grecques. J'étais comme, c'est donc ben intéressant. Ah ouais. Et j'en avais jamais assez de ça. Jamais assez. Et c'était, je pense, le seul intérêt qui était pour moi insatiable. Donc, moi, c'est ça qui a dirigé mon choix pour l'université. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? Puis j'en ai jamais assez. L'histoire. Après, ma mère n'était pas tout à fait d'accord parce qu'elle disait, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, l'histoire? Je savais pas trop, tu sais. Mais j'ai quand même poussé parce que je sentais l'appel. Je sentais qu'il fallait que je fasse vraiment ce que j'aime le plus faire, peu importe la quantité d'argent ou ce que ça allait m'apporter. Puis finalement, ça va. Là. Je tire très bien mon épingle du jeu de ce côté-là. Mais effectivement, comme moi, j'ai eu ce parcours-là, puis après, j'ai eu du succès comme historien, je me suis toujours dit, ce serait vraiment intéressant de développer une approche de l'histoire ludique, proche du jeu vidéo, pour que d'autres jeunes tels que moi puissent avoir le même déclic. Exact. Et ça, je trouve que c'est un peu redonné au suivant. Puis ça explique aussi pourquoi, au départ, mon premier objectif de carrière, c'était de devenir professeur. Finalement, je ne suis pas devenu ça, pas en tout. Mais dans le fond, je voulais redonner. Je voulais moi aussi avoir peut-être l'influence sur des jeunes que moi, j'ai reçus quand j'étais jeune avec cette passion-là, puis peut-être changer des vies, parce que moi, ça a changé ma vie. Ces deux professeurs-là de français, ils ont changé ma vie. Ils ne le sauront jamais. Mais je me suis dit, hey, c'est pas fantastique. Si j'ai envie d'avoir un rôle dans la société actuelle, c'est celui-là. Exact. Puis finalement, je fais quand même de l'éducation, l'histoire, mais à travers mon métier de vulgarisateur, d'historien, puis de chargé de projet même au musée où je travaille. Donc, Exact, ouais. vraiment. Puis, tu sais, en parlant de ton métier, pour ceux qui connaissent pas trop le métier d'historien, est-ce que tu pourrais un peu me faire une courte description d'une journée typique de travail pour toi, là, ces temps-ci? Tout à fait. Le métier d'historien, c'est un peu comme ce que vous faites à l'université, c'est-à-dire que vous répondez à une commande. Votre professeur vous dit, faites un travail de recherche, par exemple, vous choisissez votre sujet, certes. La seule différence dans le monde professionnel, c'est que c'est le client qui décide de la recherche. Je prends un exemple, là, dans le cadre de mon travail au Musée naval de Québec. Un de nos premiers publics, ce sont les Forces armées canadiennes, notamment les marins. Souvent, ça passe par les officiers parce qu'on est régi par le quartier général de la réserve navale. Bref, là, c'est le centenaire en 2023. Ils ont besoin de plein d'informations sur l'histoire des différentes unités navales au Canada. Il y en a 24. Alors, comme là,
Tout juste il y a quelques jours, m'est arrivé une demande, par exemple, pour un événement de musique militaire où on voulait honorer d'anciens combattants. Donc, on nous envoie une demande à savoir est-ce qu'il y a des anciens combattants de la réserve navale dont on pourrait honorer et dont on ignore peut-être l'histoire aujourd'hui. Alors là, je me lance sur une recherche, je fais de la recherche, je rédige, j'envoie ça. Puis dans le fond, je fournis une expertise historique, plus généralement. Donc, ma journée, ça va être souvent de répondre à quelques courriels, prendre connaissance des demandes externes, faire de la recherche de la rédaction, envoyer ce contenu-là. Puis dans le cadre de mon travail au Musée naval, ben, ça va être de m'assurer que dans tous nos différents projets, l'information historique, elle est vraie et vérifiable. Donc, qu'on laisse des références. Ça, c'est très important en histoire. C'est la méthode de l'historien. On laisse des traces pour que l'information non seulement soit vraie, mais soit vérifiable. Et ça, c'est bon pour les collègues aussi. C'est-à-dire que si vous écrivez, par exemple, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu près de 100 000 marins canadiens, à moins d'être vraiment un expert naval en la matière, il faut peut-être citer sa source parce que les gens vont se dire, oui, mais d'où il tient ça, cette information-là? Puis en même temps, c'est bon pour nous, ça laisse des traces quand on retourne dans nos travaux. Donc, mon travail consiste essentiellement à ça. Écrire du matériel qui va servir pour la médiation culturelle, soit pour les animateurs du musée, soit pour les panneaux d'exposition des projets du musée, répondre à des demandes externes de visiteurs qui vont dire, par exemple, moi, mon grand-père, il était dans la marine canadienne, il était sur une corvette pendant la guerre, j'aimerais ça savoir son nom, c'est quoi ses états de service et tout ça. Donc, moi, j'essaie d'aiguiller les gens vers les informations historiques appropriées. En gros, mon travail, ça consiste vraiment à ça. Dans le cadre d'Historien des Fêtes de la Nouvelle-France, c'est un petit peu différent. Pour organiser les événements, comme là, les Fêtes de la Nouvelle-France vont avoir lieu vers le 5-6 août en 2023, ça va être vraiment intéressant cette année. Là. J'invite les gens à aller voir ça, je le sens bien. Puis, mais là, ils m'envoient un paquet de questions pour commencer à brainstormer l'événement. C'est quoi les personnages historiques qui sont en lien avec telle thématique, par exemple? Peux-tu me trouver 3 faits anecdotiques sur le lieu où va avoir lieu l'activité? Par le passé, ça a été dans le parc de l'Artillerie, par exemple. Ça a été à Place Royale. Donc, c'est eux qui dirigent vraiment la recherche. Moi, j'essaie, dans le fond, de prendre l'information historique qui est vraiment brute dans les livres, sur les sites web, dans mes propres usages numériques. Puis, je prends ça, je vulgarise, je mâche tout ça, puis je leur envoie un texte qui est quelque chose qui est digeste pour ces clients-là. Et ça, je pense que ça résume bien le métier d'historien. Ce qu'on doit faire en bonne partie dans le milieu professionnel, c'est de vulgariser l'information. Parce que l'information historique, elle est dure, elle est brute, elle est volumineuse. Le client, il veut avoir une information, lui. Donc, c'est pas de lui faire un copier-coller de 16 pages de livre qui, selon toi, fait vraiment le tour de la question. C'est de prendre ce qui est le plus intéressant là-dedans, de le remancher en tes propres mots, de faire sortir le sens de l'information. Cette information-là, oui, mais qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous aujourd'hui? Puis de lui écrire ça avec les bonnes références. Et voilà l'essentiel du travail. Tu sais, je pense que, puis tu peux me corriger là-dessus, mais je pense que ce qui est le plus gratifiant en plus d'être historien, c'est que l'historien, c'est vraiment une personne qui s'assure que la ligne du temps, si on veut, l'histoire avec un grand H, elle s'efface pas. Tu sais. Je pense que c'est extrêmement gratifiant de se dire que sans tous les historiens, on serait peut-être même pas du monde de mon âge, plus jeune, c'est quoi la Deuxième Guerre mondiale? Probablement. Comme ça, ou plus vieux que ça. Mais je pense que c'est ça l'essentiel d'un historien. Puis je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire aussi. Puis je veux t'en parler tout de suite. Est-ce que tu penses que les générations futures, que ce soit celles de mon âge à moi ou des générations encore plus jeunes que moi ou même celles qui vont arriver dans le futur, est-ce qu'ils vont être, ils sont ou est-ce qu'ils vont être tout aussi intéressés que ta génération à toi, puis en histoire évidemment, puis est-ce qu'ils vont s'investir autant dans le domaine, que ce soit historien, prof, etc., etc.? Ben, je le souhaite, puis je le pense. Je le pense aussi. Moi, je suis assez optimiste là, par rapport à l'avenir, puis je regarde les jeunes aller, puis je trouve ça beau. Je trouve qu'ils sont intéressés. Ils foncent dans leur passion. Puis, tu sais, je suis pas encore un vieux grincheux qui chiale en disant que c'était mieux dans mon temps. Honnêtement, je trouve que les jeunes sont impressionnants. Puis, ils sont animés d'une belle passion. Alors, moi, je pense que oui. Après, comme tu le dis, c'est important, le métier d'historien. Parce que c'est fascinant, honnêtement. C'est vraiment intéressant. Il y a tellement de branches militaires, économiques, navales. N'importe quel intérêt peut être touché par l'histoire. Exact. Même si c'est l'intérêt pour l'architecture, je sais pas, la chimie, tu peux vraiment aller chercher dans les personnages des parcours exceptionnels. Et je pense qu'une des choses les plus intéressantes en histoire, c'est de rencontrer des gens. Tu fais une recherche, tu tombes sur un personnage,
tu creuses sur le personnage, tu le découvres, t'es comme « My God! » Ah, C'est donc bien intense, sa vie, puis tu as l'impression de rencontrer le personnage. vraiment. Ouais. Et pourquoi l'histoire c'est intéressant pour l'historien, mais pour le public? Parce qu'on oublie constamment. Hein? Alors, on dit que la mémoire est une faculté qui oublie, et je pense que c'est tout à fait vrai. Moi, je donne constamment des conférences, des entrevues médias. J'écris des choses sur les mêmes sujets sur lesquels j'ai déjà écrit. Je développe une expertise, mais essentiellement, j'ai déjà tout dit, tout ça. Il ne suffit pas de dire les choses une fois. Il faut rappeler constamment. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Puis moi, le premier, je vais faire un article sur Jean-Baptiste Colbert, le contrôleur des finances de France sous Louis XIV, il y a quelques mois. Aujourd'hui, demande-moi de te raconter sa vie. Honnêtement, il y a des gros bouts que j'ai oubliés là, parce que je continue de produire sur plein de sujets différents. Et ça, c'est une des choses que j'aime le plus. Un jour, je vais travailler sur les témoignages d'anciens combattants de la marine de la Deuxième Guerre mondiale qui vont parler des combats épiques des corvettes canadiennes, qui sont des navires fascinants, contre les U-boats en plein milieu de l'Atlantique, qui sont des redoutables combattants. Puis d'un autre côté, pour un autre projet, je vais parler des mœurs sexuelles en Nouvelle-France, par exemple, et comment les femmes choisissaient mari ou c'était quoi le temps de mariage, la natalité canadienne. Puis après ça, le lendemain, on va être sur le crime au 19e siècle dans la ville de Québec et au Canada. Et donc, c'est tellement tout horizon que c'est sans fin. Et c'est ça que je pense qui me motive au jour le jour, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. Il y a toujours des territoires à explorer que je ne connais pas et je continue d'apprendre à tous les jours. Il y a autant de sujets en histoire que de molécules dans la planète, on dirait des fois. Là, ça s'arrête pas. Puis comme tu l'as très bien dit, c'est histoire. Souvent, évidemment, on va penser plus à des conquérants, du monde qu'on peut pas vraiment dire en public, mais des Jules César, des Socrates, du monde comme ça. Mais c'est pas... L'histoire, c'est tout. C'est exactement tout. Avec des Jules César, il y a aussi des Louis Pasteur, puis ça n'arrête pas, que ce soit en sciences. Tous les métiers, tous les domaines sont touchés par l'histoire au final, même si c'est fictif. Ça peut être, il y a des historiens, j'imagine, avec tout ce qui est contes et légendes. Oui, effectivement. Ben, je te dirais qu'une des tendances actuelles en historiographie, c'est beaucoup l'histoire sociale. C'est s'intéresser non plus à ces grands personnages comme César, Genghis Khan, Napoléon, limite ici au Québec, des grands personnages, Frontenac, René Lévesque, quoique René Lévesque, c'est super intéressant. Mais je viens juste de terminer une recherche sur le sujet pour le Musée de la Civilisation, d'ailleurs. Je vous le conseille, je le conseille aussi, mais c'est une exposition assez frappante, mais c'est une exposition nécessaire aussi. Et quel personnage! Quel personnage! Pour vrai, il y a quelques grands moments dans l'histoire québécoise qui nous rendent fiers. Aujourd'hui, je pense, la Nouvelle-France, clairement, puis la Révolution tranquille, notamment avec René Lévesque. C'est des moments extrêmement forts. Et puis tu vois, ce que j'allais dire sur l'histoire sociale, c'est qu'au lieu d'étudier les grands personnages, peut-être juste pour conclure là-dessus, j'ai retrouvé mon idée, c'est étudier la vie des gens du commun et peut-être plus représentatif de notre passé que des grands personnages inatteignables, qui sont plus grands que ce monde, comme Alexandre le Grand, comme Napoléon, justement. Et ça, je pense que ça nous éclaire sur notre passé. Qui étions-nous? Qui nous ont précédés? Pourquoi sont-ils importants? Donc, l'histoire sociale, c'est vraiment une tendance forte actuellement. Puis, c'est très en demande aussi, là, je dirais, dans les médias, comprendre comment les gens du passé vivaient, tout ça. C'est pas la même chose. Je veux dire, c'est ça. Je pense que le statut de légende est... Même si René Lévesque, à mon avis, est une légende, mais je veux dire, on peut plus s'associer à René Lévesque parce qu'au final, c'était un homme comme un autre, dans le sens que c'était avant tout un journaliste, un reporter de guerre, si je me trompe pas, tout ça. Puis ça a donné que, bon, évidemment, il y a eu sa carrière politique qui a été forte, marquante pour le Québec. Tellement. Vraiment marquante. Mais tu sais, pour du monde comme Napoléon, même si Napoléon, je veux dire, d'une manière, c'est un parcours semblable parce qu'il a commencé avec, évidemment, l'école militaire, vient de la Corse, etc. Puis ça donne que, bon, il se sacre empereur, il se fait tasser, il revient, tout ça. Mais Napoléon, on peut moins s'associer avec lui, évidemment, parce qu'on a moins d'événements semblables au Québec, du moins, à ce qui se passait à l'époque, d'envoyer une personne sur l'île Sainte-Hélène, qui revient avec une armée, puis des coups d'État comme on le voit, puis tout ça. Puis c'est ça, mais sinon,
pour une question un petit peu plus ludique, est-ce que tu aurais... on a parlé évidemment de films, de musique, de jeux vidéo, de personnages historiques. Est-ce que tu aurais des préférés, là? Vraiment, c'est... Dans les films ou... Dans la culture populaire, maintenant, est-ce que tu aurais des... Ouais. On peut aller avec films, jeux vidéo, Ouais. Ben, dans les films, mon film préféré, c'est le film Alexandre de Colin Farrell. Oui. Ben, Colin Farrell joue le rôle d'Alexandre. Puis c'est un de mes films favoris parce qu'Alexandre le Grand, c'est un des premiers personnages, des grands personnages peut-être, qui m'a vraiment, vraiment fasciné. Je lisais les biographies dans Rome, Total War, justement. On voit un peu son héritage, notamment avec les royaumes séleucides, les royaumes qui ont été créés après sa chute. C'est incroyable comme histoire, puis le legs de cet homme-là. Mais particulièrement dans le film Alexandre, c'est un vieux film, là, ça fait 15 ans, 20 ans, puis il dure 3 heures de temps, mais il y a un souci et une rigueur historique extrêmement pointilleuse dans ce film-là, et notamment dans les extraits de bataille. Donc, la phalange grecque, cette espèce de hérisson massé d'hommes avec le long saris, c'est la longue perche de 6 à 12 pieds de long que les phalangistes macédoniens utilisaient au 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est une formation militaire absolument révolutionnaire. Puis on se demande comment ça marche, de quoi ça a l'air. On voit des films comme 300, par exemple. Oui. C'est pas tout à fait ça. C'est un là. carnage. C'est un carnage. C'est du théâtre plus que d'autres choses. Ouais, c'est plus du théâtre. C'est super, là, 300, mais faut prendre ça pour ce que c'est. Mais Alexandre, les scènes de bataille, même pour des historiens extrêmement pointus, vont voir des détails. Par exemple, la façon que le bouclier est porté ou qui pend au bras de ce cavalier-là, par exemple, est vraiment représentatif de ce qu'on trouve dans les cultures matérielles. Et donc, il y a une bataille incroyable qui est la bataille de Gaugamel qui oppose quelque chose comme 60 ou 40 000 Grecs à quelque chose comme 500 000 Perses, puis les Grecs gagnent. C'est complètement cinglé, avec une tactique militaire tellement funky, là. Et dans le film, on le voit vraiment bien, mais on voit aussi à quel point c'est horrible, la guerre. C'est un massacre, c'est la terreur dans la peur de bien des jeunes hommes. Qui sont dans la vingtaine, qui ont pas beaucoup d'expérience de vie à cette époque. Et pourtant, Alexandre va conquérir le monde. En tout cas, le film Alexandre, un de mes films préférés. Sinon, j'aime beaucoup les films navals, genre Master and Commander. Oui. Le film U-Boat également, qui est assez vieux. Je viens d'en écouter un actuellement qui est sur Netflix, qui est excellent, qui parle de la vie des sous-marins à propulsion nucléaire, lanceurs d'engins, notamment en France, ce qu'on appelle les SNLE. Qui est comme l'arme navale par excellence aujourd'hui. C'est l'arme navale ultime. Le film s'appelle Le Chant du Loup. OK. Ouais, c'est ça. Puis ils sont dans un sous-marin nucléaire, puis ils ont toutes sortes d'enjeux. Puis en tout cas, il y a Omar Sy qui joue dedans. C'est super bon. Là. J'ai vraiment plongé dans cet univers-là. Alors, voilà pour les films, pas mal. Puis les jeux vidéo, évidemment, toute la série Total War, Rome 2, Empire Total War qui aborde le 18e siècle. Vraiment, là, si vous êtes des fans de bataille et de tactique militaire, c'est vraiment exceptionnel. Comme jeu vidéo, il n'y a rien de mieux. Sinon, j'ai beaucoup aimé les Europa Universalis. Oui. On est vraiment plus dans la gestion. Là. Crusader Kings 2. Grand amour de ma vie, ce jeu-là. J'ai joué des fois jusqu'à 5 heures du matin à ça, là, des heures déraisonnables, mais quel jeu fascinant, qui nous permet vraiment de mieux comprendre comment fonctionne la féodalité. Honnêtement, là, il y a une leçon à tirer de ce jeu-là, c'est comment fonctionne la féodalité, puis c'est super intéressant. C'est vraiment des liens de confiance et tout ça qui s'établissent entre les seigneurs et leurs vassaux. Puis, il y en a un autre, Europa Universalis 4. On voit vraiment l'aspect colonial. C'est plus récent. Tu vas vraiment conquérir l'Amérique, les Antilles. Tu peux aller partout sur la planète. Et là, le niveau de gestion est d'une complexité. Mais on comprend dans ces jeux-là que, mettons, tu fais une guerre coloniale, c'est super intéressant. Puis là, les armées anglaises donc, débarquent en Nouvelle-France. Là, il faut que tu défendes la colonie. Il suffit pas d'envoyer des troupes, puis ça va se faire rapidement. Il faut que tu le planifies d'avance. Exact. Parce que ton voyage, il est vraiment long. Là. Puis c'est un jeu en temps réel. Fait que tu pèses sur play, tout le monde joue en même temps. Quand tu pèses sur pause, tout le monde arrête en même temps. Alors, si les Anglais arrivent en Nouvelle-France, puis toi, tu n'as pas déjà recruté des troupes, entraîné des troupes, embarqué dans des navires que tu as fait construire, qui ont fait traverser l'Atlantique, ben ça va pas bien. Exact. Et c'est la même chose à l'époque. Tu sais, on pense à la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans commence en Amérique 2-3 ans avant les déclarations de guerre officielles. Mais on se prépare à l'époque. On sent déjà la soupe chaude. Et donc, des jeux comme Europa Universalis peuvent nous faire comprendre c'était quoi un peu la mentalité militaire à l'époque, puis coloniale aussi. C'est intéressant, ça.
Écoute, superbe. Alors, pour finaliser rapidement, en fait, j'aimerais aussi préciser que toutes les références que Samuel nous a données aujourd'hui, puis tous les événements auxquels ils vont participer, du moins, je vais tout mettre ça. En fait, ça va être sur YouTube, j'imagine, plus que d'autres choses, mais sûrement sur le Facebook et tout ça, je vais mettre tous les liens pour que vous puissiez aller voir de votre côté tout ça. Puis écoute, je tiens d'abord vraiment à te remercier pour m'avoir accordé cette entrevue-là. C'était vraiment, moi j'ai vraiment eu tu sais, une vague de fraîcheur. Je trouve ça le fun parce que ça montre que même si j'ai du temps, puis tu es évidemment un petit peu plus vieux que moi, on a la même proximité vu qu'au final on a la même passion, puis c'est l'histoire. Puis je trouve que c'est vraiment une belle chose. Puis pour te laisser terminer, est-ce que tu aurais des événements, des lieux, des personnes à promouvoir, un petit mot de la fin en fait à nous donner? Ben, si je peux inviter les gens à des activités spéciales cet été, certainement, parce qu'il y a des belles choses qui se préparent à Québec, notamment au Musée naval. On va dévoiler cet été un projet grandiose qui est la fresque du centenaire, qui est une immense fresque historique qui va représenter l'histoire de la marine canadienne et de la réserve navale du Canada. Ça va être au Vieux-Port de Québec, sur l'édifice Achille-Petitgros, là, c'est à côté du Bassin-Louise. Ça va être comme une espèce une des plus grandes fresques artistiques au Canada Oh, wow. et historiques. Ça va être vraiment, vraiment génial. Puis on prévoit des activités de reconstitution historique aussi. Je vais venir avec mon groupe faire des démonstrations de tir au fusil du 8e Oh, siècle yes. avec la véritable poudre noire et la manœuvre militaire. Donc, c'est un vrai feu d'artifice. Ça risque d'être trippant. Puis, d'autres beaux événements de reconstitution historique qui vont avoir lieu, notamment sur les plaines d'Abraham, autour du 10, 11, 12 septembre, à tous les ans. Ils font des journées historiques, c'est gratuit. Vous allez là, les gens sont en costume. Il y a des kiosques pour plein d'informations sur l'histoire militaire, sur la présence des femmes qui suivent les armées à l'époque. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est accessible à tous, puis c'est très familial. C'est autant pour les plus vieux que pour les plus jeunes. Puis, tu sais, quand on parle d'éveiller la passion, là, c'est le genre d'événement qui peut te faire découvrir des choses, te faire dire « ça existe, ça! » Fait que j'invite les gens à venir voir ça. Ça risque d'être spectaculaire. J'ai envie de dire, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Écoute, Samuel, un grand merci à toi pour l'entrevue aujourd'hui, puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. C'était Léo Lebrun et vous avez écouté Histoire de mieux comprendre.